Un beau panorama ouvert, verdoyant, les vestiges d'un moulin à vent du Moyen-Âge, la silhouette d'une forteresse, une image qui à elle seule résume l'incroyable richesse patrimoniale du département de la Dordogne. Pourquoi protéger des monuments historiques? Quel coût cela représente-t-il? Pour quels bénéfices? Quel lien unit le passé à notre présent? Pour répondre à ces questions, nous vous invitons dans 3 sites exceptionnels du Périgord. Nous commencerons tout d'abord par le château de Biron, l'un des plus grands de tout le sud-ouest. Nous nous rendrons ensuite à Monpazier, l'une des Bastilles royales les mieux conservées en France. L'occasion de visiter un atelier de reliure et de restauration de livres anciens. Enfin, nous nous rendons dans un petit village, Cadouin, célèbre pour son abbaye classée par l'UNESCO. Amateurs de patrimoine et de belles histoires, vous allez vous régaler. Cap sur la Dordogne d'hier à aujourd'hui. Il s'impose dans le paysage, envoie un message de puissance depuis plus de 1000 ans à ceux qui parcourent ce territoire aux confins du Périgord et de la Genée. Le château de Biron, à 60 km au sud-ouest de Sarlat, est l'une des pièces maîtresses du patrimoine de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, comme hier, Biron est un château réellement impressionnant, monumental. Oui, c'est ça, il est monumental. Il conjugue à lui tout seul 14 édifices et c'est l'un des plus grands châteaux du sud-ouest de la France. Et on aime dire aussi qu'il est couronné d'1 hectare de toiture, ce qui est quand même pas rien. C'est énorme. Qu'est-ce qui explique qu'on ait un château aussi important sur ce territoire? Ça, c'est une famille qui va s'installer ici il y a presque 1000 ans, les Gontaut-Biron, qui s'installent ici. Alors cette famille, elle va exploiter surtout les terres ici, le minerai de fer. Elle va énormément s'enrichir. Et ils vont avoir un vrai pouvoir politique auprès des rois de France. Ils vont avoir les plus grands titres honorifiques. Ils vont devenir les maréchaux, ducs, barons. Enfin, c'est une famille qui est vraiment inscrite dans l'histoire de France. Donc là, on est quand même dans le Saint-Dessin, c'est la cour d'honneur du château, là où vit le seigneur de Biron, enfin les seigneurs de Biron. Et c'est surtout un immense livre d'histoire qui conjugue presque 800 ans de savoir-faire, de construction. C'est-à-dire quand on a l'œil d'expert comme toi, on peut reconnaître les siècles sur les différentes façades. Oui, comment? Tout le monde peut s'amuser un peu à regarder. On peut deviner ici un mur plus ancien, c'est le mur médiéval, avec la première porte du premier château fort. Puis on avance ici, alors sur la fin du Moyen-Âge, le XIVe siècle, pour ce logis. La Renaissance, avec les grandes baies, les grandes fenêtres, on fait rentrer la lumière et là on veut vraiment se montrer le pouvoir de la famille. Puis arrive ensuite le XVIIIe siècle. Bon bah alors là, on ouvre encore plus grand les fenêtres, on fait de grandes galeries et les jardins aussi tout autour du château vont vraiment prendre de plus en plus de place dans le paysage. Aide-moi à comprendre le rôle que joue ce château pour la famille Gontaut-Biron. Ce château, c'est un peu leur légitimité du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis presque 800 ans, donc ils doivent imposer leur pouvoir dans le paysage. On ouvre cette galerie comme un théâtre avec son jardin en décor et on en impose clairement dans le paysage. On va transformer cette nature pour montrer qu'on est encore plus grand que la nature. Au XXe siècle, la famille se sépare du château. Le mobilier et les sculptures sont vendus, la forteresse se dégrade. Compte tenu de l'importance historique et architecturale du site,
le département de la Dordogne décide de l'acheter en 1978. D'importantes sommes vont être investies pour le sauver de la ruine. Mission accomplie. On peut désormais lancer des programmes de restauration plus pointus, comme celui supervisé par Ludovic Pisano. Nous rentrons dans une salle un peu particulière, dans laquelle le public n'avait pas accès et qui vient d'être restaurée récemment, c'est-à-dire qu'on a fini les travaux il y a quelques jours, et qui présente un décor peint sur les voûtes qui est extraordinaire. Pourquoi ces peintures sont si intéressantes, Ludovic? Alors, elles sont intéressantes pour l'histoire du château parce que toutes les archives du château ont brûlé et donc on n'a pas beaucoup d'informations. C'est à travers l'analyse des décors que l'on restitue en fait l'histoire du lieu. Et le programme qu'on a mis en place ici, c'est à la fois la conservation de ces décors, mais en même temps l'analyse des traces et notamment des fantômes de peinture qui se trouvent dans cette zone-là pour faire une restitution ensuite. C'est-à-dire que là, on peut retrouver la peinture d'origine. Il y a encore les traces dans ce fantôme, entre guillemets, de peinture. Mais absolument, puisque en fait, c'est quasiment le même programme que l'on a d'un côté et de l'autre, sauf que les personnages ont changé, sauf que la fonction a changé. Ici, on a les armoiries des Biron, alors que là, on avait les armoiries du mariage de Jean Gontaut avec Renée Anne de Bonneval, qui nous donne la date de quand est-ce qu'ont été faites les peintures. Alors du coup, elle date précisément de quand? Dans la période 1524-1547. La sauvegarde des peintures et l'aménagement des écuries ont mobilisé 300 000 €. Parfois, les sommes sont plus importantes, comme dans le pavillon Henri IV et le château des Maréchaux. Il a fallu plus de 2 millions d'euros pour restaurer le bâtiment et l'aménager pour qu'il puisse recevoir des expositions d'art contemporain. Des coûts importants pour le conseil départemental de la Dordogne, qui est aujourd'hui propriétaire de 7 monuments historiques, un record en France. D'un strict point de vue économique, est-ce qu'on a une idée de retour sur ces investissements? Toute l'activité de remise en état, de restauration, comme l'activité de valorisation d'un bien patrimonial comme ici, a une incidence économique sur tout un secteur. Donc, ce qui compte pour un département, c'est justement cette activité économique sur ce territoire pour qu'on puisse continuer à y vivre. Ne serait-ce que ça, quand même, c'est un élément important. Au-delà de l'aspect économique, est-ce qu'il y a pour toi une dimension politique, sociale, à la conservation du patrimoine? Alors, je n'utiliserai pas ces deux mots-là, je dirais qu'il y a quand même une dimension symbolique. Et cette dimension symbolique, c'est l'étymologie du mot monument. Et monument, qui vient d'un dérivé d'un verbe qui est monere, veut dire se rappeler, se remémorer, faire qu'on se souvienne. Donc c'est pas rien parce qu'à travers cette symbolique, ce qui se joue, c'est le vivre ensemble en même temps et c'est la compréhension donc, de d'où on vient. Donc le patrimoine a cette caractéristique d'être une fonction symbolique qui garantit l'identité. Quel point de vue, Sébastien, tu m'as demandé de te retrouver ici. Où est-ce qu'on se trouve? On est sur le chemin de ronde de la chapelle du château. Bon, c'est l'un de mes endroits préférés, je te le cache pas. Je te comprends, c'est incroyable. Parce qu'en plus, on a une vue et sur le château et sur la campagne C'est environnante. ça. On a l'impression d'être à bout de falaise avec le paysage qui s'offre à nous à perte de vue, parce qu'on peut voir parfois jusqu'aux Pyrénées qui apparaissent là-bas au loin. Donc c'est complètement incroyable. Et il y a cet effet d'être comme entouré d'une mer faite d'une canopée d'émeraude. Comme ça, on a vraiment cette sensation d'être dans un paysage insulaire. Cela fait maintenant 4 ans que tu vis ici, dans l'une des tours du château. C'est quoi de vivre jour après jour pendant toute l'année dans un endroit comme celui-là? Et en fait, je pense qu'on ne peut pas vivre ici sans épouser le lieu où on vit. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir épousé ce château aussi d'une certaine manière. Et d'où elle te vient, cette passion pour le patrimoine? Mes parents étaient gardiens de château et j'ai fait un peu un tour de France. Ils étaient gardiens en Bourgogne, dans le Maine-et-Loire, etc. Et puis maintenant, voilà, c'est moi qui me retrouve maintenant en Périgord dans un château qui est loin d'être un tout petit château, le château de Biron. Mais oui, c'est une histoire de passion aussi, vraiment, c'est vraiment une histoire de passion. Tu es trentenaire, tu vis dans un endroit qui a plus de 1000 ans d'histoire. Tu te sens en phase avec notre époque ou un peu décalé ou les deux sont conciliables? Je vis de manière tout à fait contemporaine ici et on essaie de faire rentrer justement le monde contemporain dans Biron. C'est l'essence même de ce château, c'est-à-dire qu'il s'ouvre totalement sur son paysage et on fait rentrer le paysage à l'intérieur du château. En Dordogne, il suffit de parcourir quelques kilomètres seulement
pour passer d'un joyau à un autre. Voici Monpazier, une ville nouvelle créée ex nihilo en 1284 par le seigneur de Biron, au nom du roi d'Angleterre dont il était le vassal. 8 siècles plus tard, Monpazier est considéré comme une bastide modèle. Ils sont magnifiques, ça donne envie. Angélique, est-ce qu'on peut dire que le marché de Monpazier, c'est du patrimoine? À Monpazier, oui, on peut dire que le marché est vraiment un patrimoine à part entière, car si on s'intéresse notamment à la charte des coutumes qui a été mise en place et qui explique les droits et les privilèges des habitants, le marché était très certainement dès l'époque mis en place tous les jeudis matins. Et donc, depuis la création, il y a plus de 700 ans de la Bastide, c'est tous les jeudis matins que se tient le marché. Voilà, tout à fait. Elle occupe une place essentielle, cette place du marché. Ça permet de comprendre d'ailleurs que la Bastide, elle a parfois des visées militaires, mais elle a surtout un objectif économique lors de sa fondation. On est là pour vraiment délimiter le territoire entre le roi d'Angleterre et également le roi de France sur la partie Aquitaine. Mais elle a également une fonction commerciale, une fonction économique. C'est toute une vie qui va tourner autour de cette place centrale. Vu du ciel, ce qui frappe, c'est cette organisation très géométrique que les Romains avaient déjà pratiquée avant, mais les rues sont perpendiculaires, tirées au cordeau, et elles ont toutes en fait une utilité. Là, on est sur, comment elle s'appelle ce type de rue? Elle est plutôt large là. Oui, alors là, on est sur les rues charretières, ce sont les plus imposantes. Elles font à peu près 7 mètres de large. Pourquoi charretière? Alors, c'est les rues dans lesquelles on pouvait accéder avec une charrette pour se rendre directement sur la place. Également les rues traversières et nous avons aussi les petits carrés-roux. Donc les carrés-roux, ce sont les petites ruelles qui, elles, se trouvent derrière les maisons, qui desservent également sont plutôt des zones piétonnes. Je crois qu'il y a plus de 30 monuments historiques dans la Bastide de Monpazier. Est-ce que tu penses que c'est ce que les gens viennent chercher, c'est ce qu'ils trouvent ici? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on déambule dans les rues de Monpazier, il y a une authenticité qui reste, qui perdure au fil du temps. On voyage dans l'histoire, quoi, ici. Voilà, c'est vraiment un grand livre ouvert. Monpazier accueille environ 300 000 touristes par an, mais elle ne compte que 500 habitants à l'année, soit 3 fois moins qu'au Moyen-Âge. Carole fait partie de ces personnes qui ont fait le choix de vivre et de travailler dans la Bastide. Éric la retrouve dans son atelier de reliure et de restauration de livres anciens. Bonjour Carole. Bonjour. Je te vois extrêmement concentrée. Explique-moi ce que tu es en train de faire. Je suis en train de restaurer un livre du XVIIe siècle, la couverture du livre qui est en cuir, et donc je fais de la greffe de cuir. Parce qu'en fait, cette couverture est en mauvais état, c'est ça? Voilà, il y avait des manques qui sont très visibles quand on retourne la couverture. Donc j'ai travaillé une peau naturelle pour pouvoir la placer, la fileter et ensuite la teindre pour obtenir une teinte similaire à l'ancienne. Alors je vois la reliure, mais l'ouvrage lui-même, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un ouvrage donc, du XVIIe siècle, 1659 précisément. C'est un collectionneur de livres sur l'histoire des chevaliers de l'Ordre de Malte, donc, qui est passionné d'histoire et donc qui me confie tous ses livres depuis de nombreuses années déjà. Mais je vois l'état là, de l'ouvrage lui-même. Tu arrives à faire des miracles, à sauver? Oui, tout à fait. Je peux récupérer toutes les feuilles. Pour ce livre-là, ce ne sera pas nécessaire parce que le monsieur ne veut pas. J'imagine que ça, ce n'est qu'une des nombreuses étapes qu'il y a dans ton travail. Il y en a combien d'ailleurs au total? Alors, en tout, il y a 50 étapes dans une reliure classique. Alors, dans les étapes un peu marquantes, qu'est-ce qu'il y a Alors, le greffage. Il s'agit de faire les encoches pour pouvoir ensuite coudre chaque cahier avec une scie et un étau. Quand on dit reliure, moi, il y a bien un moment où il faut qu'on mette les pages ensemble. Oui. Alors, c'est la cousure. Alors, on ne dit pas couture, on dit cousure. Et donc là, après avoir fait les petits trous avec ma scie, je couds donc chaque cahier les uns avec les autres et on obtient donc le format livre. Explique-moi, depuis combien de temps tu es relieur? Tu as toujours fait ce métier-là? Non, depuis 2014. Voilà, c'est une reconversion professionnelle. Alors, tu faisais quoi avant? J'étais productrice de plants de légumes. Voilà. Ça n'a vraiment rien à voir. La culture, mais différemment. Ouais. Voilà. Donc, c'est la passion du livre, vraiment, qui m'a amenée à découvrir ce métier que je ne connaissais pas. Et donc, de fil en aiguille,
j'ai développé cet amour pour les livres, pour en faire un métier passion. Quel plaisir tu prends, toi, à être en contact physique avec ces livres, avec à chaque fois les histoires qui sont liées à ces livres, à ces ouvrages? Alors déjà, c'est l'objet en lui-même, l'objet livre ancien que j'aime avoir, que j'aime voir. C'est toute l'histoire qu'il contient, toutes les mains qui l'ont touché, qui l'ont ouvert, toutes les histoires racontées. Ouais. Et après, c'est la passion de réparer, restaurer, redonner vie à des objets qui peuvent encore servir. J'imagine qu'à travers les livres que tu rencontres, tu croises des histoires personnelles, des gens qui t'apportent leur ouvrage. Oui, parce que beaucoup de gens apportent des livres à valeur sentimentale, donc qui ont traversé leur vie ou la vie de leurs ancêtres. Donc j'ai un exemple fabuleux d'une petite dame dont la maman italienne a traversé les Alpes à dos de mulet, qui ne parlait pas français, qui a trouvé du travail à Bergerac. Et donc la dame lui a donné un livre de cuisine pour apprendre le français. Et cette petite dame a récupéré ce livre de sa maman, elle me l'a confié pour le restaurer. Quand je lui ai rendu, elle a pleuré. Ah ouais. Alors ça, c'est une récompense inestimable pour moi. Je te sens heureuse ici, dans ton métier et dans cette Bastide. Oui, c'est un beau métier, c'est une belle Bastide et les deux ensemble, c'est fabuleux pour moi, vraiment. Nous partons maintenant 15 km plein nord pour découvrir un autre trésor du Périgord, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici l'abbaye de Cadouin, fondée au début du XIIe siècle en pleine forêt de la Bessède, alors totalement inhabitée. Au fil des siècles, la communauté religieuse ne va cesser de s'agrandir, laissant des traces visibles dans l'architecture. Comme les châteaux, les monuments religieux connaissent des destructions liées aux grands conflits, mais aussi les phénomènes de mode. On est frappé, Laurence, dès les premiers pas dans ce cloître par la juxtaposition de différents styles. Comment ça s'explique ? Alors en fait, le cloître n'est pas le cloître qui a été construit au XIIe siècle. Celui-ci était en mauvais état à la fin de la guerre de Cent Ans. Et un nouveau cloître a été reconstruit avec beaucoup de moyens. Et l'abbé voulait ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Donc c'est un cloître flamboyant, avec énormément de sculptures. Et en fait, ce cloître a été construit entre les 4 murs romans des bâtiments déjà existants. Comme toujours, dans un cloître, il y a beaucoup de sculptures. Explique-moi ce que racontent ces sculptures. Alors, à qui elles sont destinées? Voilà, alors là, dans un cloître, elles sont destinées aux moines. Mais c'est aussi des avertissements pour eux. Et notamment, il y a la représentation des vices qui sont devenus les 7 péchés capitaux aujourd'hui. Et ici, c'est la représentation de la gourmandise, avec ce moine qui mange tout seul. Ce qui veut dire qu'il ne s'est pas contenté de la nourriture commune, prise de réfectoire, il en a trouvé un petit peu plus et en profite sans partager. Quels sont les autres vices, les autres péchés qu'on peut voir ici? Alors il y a juste là la colère. C'est assez amusant, c'est une console qui représente un monstre qui est moitié homme, moitié lion. Et ça ne va pas du tout, il est très très en colère, donc il a ces pulsions-là qui montent et son esprit n'arrive pas à les contrôler. Donc il va exploser, c'est sûr. Et alors d'autres exemples? Alors qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la luxure, bien sûr, et elle est représentée à Cadouin avec des clés pendantes. Alors ça, je crois que c'est assez rare en fait. Oui, alors les clés pendantes, ce sont des sculptures rapportées qui complètent la clé de voûte. C'est quelque chose qui se faisait vraiment fin 15e, début 16e. Alors la luxure, aide-nous à décrire, où est-ce qu'on la voit cette luxure? Alors là, avec les clés qui sont là, en fait, c'est simplement pour dire aux moines que les femmes sont des personnages extrêmement dangereux, plus que le diable, sûrement. Et en exemple, il y a un personnage biblique très célèbre qui a été représenté, c'est Samson. La première clé, c'est Samson qui est invincible, qui terrasse le lion, et la deuxième, c'est Samson endormi sur les genoux de Dalila dans toute sa faiblesse, et elle lui coupe les cheveux. En fait, c'est vraiment un livre de pierre. On utilise cette expression, mais elle est bien choisie. Ah oui, oui, absolument. C'est une bande dessinée, je ne sais pas.
Je découvre un siège tout en pierre, magistral, assez étonnant. Je vais oser m'asseoir. Quel est son usage? Alors, il y avait la lecture collective qui se passait tous les après-midi dans le cloître. Et l'abbé s'installait sur ce fauteuil abbatial, les moines de chaque côté, et le moine qui était chargé de la lecture s'installait juste en face. J'entends presque là résonner des sons quand tu me racontes ça. Et c'était une lecture débat, donc c'est un des rares moments où les moines pouvaient échanger entre eux. Cette richesse s'explique par le fait que dès le XIIIe siècle, l'abbaye de Cadouin est devenue un haut lieu de pèlerinage. On vient de loin pour vénérer une réplique en sa possession, le suaire du Christ. La légende raconte que le linceul a été rapporté des Terres Saintes lors des croisades. Grâce à cette réplique, Cadouin va connaître durant 8 siècles la prospérité. Mais tout va s'arrêter net en 1934. Qu'est-ce qui explique, Laurence, qu'après 800 ans où l'on est venu vénérer le suaire du Christ, les pèlerinages s'arrêtent d'un coup, du jour au lendemain? En 1933, je crois que c'était au mois de juillet, un historien a contacté l'évêque de Périgueux pour lui dire qu'il avait repéré sur le tissu des caractères d'une écriture arabe et que ça voulait dire que le suaire était un tissu médiéval. L'évêque était complètement catastrophé. Il a demandé à cet historien, au père Française, de ne pas révéler ça tout de suite parce qu'il y avait le jubilé en septembre et il ne fallait pas rater ça. Donc le père Française a joué le jeu. Ces fameux caractères arabes datent le tissu très précisément parce que ce texte vante les mérites du calife Mousta Ali qui régnait sur l'Égypte à la toute fin du XIe siècle. Donc, c'est un linge médiéval, mais c'est un linge aussi musulman d'origine, puisqu'il est évidemment question de Mahomet, d'Allah et de Ali. Tu es un puits de connaissances sur cet endroit. Ça fait combien de temps que tu fais visiter le cloître? Très longtemps, ça fait 30 ans. Je suis arrivée un jour et puis je ne suis pas repartie. Ah ouais? Qu'est-ce qui se dégage pour toi de cet endroit? C'est une abbaye. Donc le lieu, je pense, est très sain, très agréable. Et puis c'est la tranquillité. Et puis c'est quand même un cloître d'une beauté rare, je pense. Le village de Cadouin a depuis son origine lié son destin à celui de l'abbaye. Avec la fin des pèlerinages, la commune voit son économie s'effondrer. Mais grâce aux investissements du département, propriétaire des lieux, Cadouin connaît aujourd'hui une deuxième vie. Son abbaye, qui pour l'anecdote fut après la Révolution transformée en porcherie, attire à nouveau les passionnés d'histoire. Le bourg de Cadouin, c'est environ 300 habitants. Est-ce que seul vous pourriez entretenir un tel patrimoine? Alors, seul, non, parce que c'est une petite commune. Mais effectivement, après, on travaille avec l'État, avec le département, avec la région, effectivement, pour réhabiliter ce type de patrimoine et lui donner un sens au XXIe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un musée, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'activité économique. Bien sûr, il y a des concrètement, commerces. ça donne quoi? Lorsqu'on a une abbaye comme ça, qui est un ensemble de bâtiments assez gigantesques, qui était inclus dans un village, effectivement, l'enjeu, c'est de retrouver une attractivité. Et effectivement, il y a eu un coup de génie il y a moins de 30 ans aujourd'hui, mais déjà, c'est la création d'une auberge de jeunesse. Et comme on était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une auberge jeunesse, c'est aussi des pèlerins du XXIe siècle qui viennent jusqu'à nous et de manière internationale et de tout âge aussi, des jeunes et des moins jeunes, effectivement. Et puis ça a permis aussi de redévelopper des activités éducatives. Donc on reçoit pas mal de scolaires, de classes du patrimoine qui viennent séjourner ici et s'imprégner de l'âme des pierres, de l'âme des moines de ce village. Toi qui es maire, mais aussi géographe, tu sais tout ce que l'on doit dans notre histoire à ces abbayes, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'aménagement du territoire. Le Périgord ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans eux. Ils étaient des aménageurs, effectivement. Et d'ailleurs au service des seigneurs, puisque c'est les seigneurs des environs qui ont donné les terres à l'évêque de Périgueux pour fonder ici cette abbaye, au XIIe siècle, et pas n'importe où, au fond d'un vallon. Où il y avait des terres à aménager. Ils maîtrisaient l'irrigation, les forges, plein de métiers que les gens du coin ne connaissaient pas. Donc c'est effectivement presque une entreprise qui est arrivée ici dans le territoire. Biron, Monpazier, Cadouin, nous avons vu 3 lieux magnifiques.
Il y a aussi un plaisir esthétique à vivre dans ces endroits entourés des belles pierres, de lieux chargés d'histoire. C'est les autres qui nous le disent, effectivement. À force d'y vivre, on s'en rend peut-être plus compte. Mais effectivement, ces pierres ont de l'âme, en tout cas. Et effectivement, en plus avec notre calcaire jaune ocré qui prend la lumière le soir, c'est des cadres assez fantastiques.